Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, bonjour. D'habitude, je dis chers amis, les copains, camarades. Non, aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, dans Ferniaud fait le marché, nous parlons culture. Oui, la culture avec un grand C. Alors, une culture qui m'anime, qui nous anime avec mes invités depuis des lustres. Pour certains, comme moi, ils sont nés dedans. Pour d'autres, ils l'ont découvert dans leur parcours professionnel. En tout cas, cette grande culture, on va la fêter aujourd'hui. C'est la culture du bistrot. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec nous en ligne ce matin, Alain Fontaine, bistrot Le Mesturet, restaurant Le Mesturet à Paris, qui est aussi le président des maîtres restaurateurs. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Merci de me répondre en ce dimanche matin. Et vous savez exactement pourquoi je vous ai appelé. On va le découvrir dans une dizaine de secondes. Non sans avoir présenté d'abord mon invité en studio, Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, de vous être levé, de vous être déplacé un dimanche. Moi, je suis toujours sensible à ça, parce que je me dis, ça prouve qu'ils sont contents de me retrouver, tous ces gens-là. Alors, Pierre-Yves, on va démarrer avec Alain Fontaine, si vous le voulez, parce que vous aussi, vous êtes un peu né professionnellement dans le bistrot avec Le Bay, qui vous a piqué, qui vous a transmis le virus du bistrot. Ah bah oui, parce c'était le premier quand même à lancer un guide des bistrots, c'était en 1987. Il est allé même plus loin puisqu'il a mis en avant l'œuf maillot. Ah donc bah oui. Chaque année, on a toujours... C'est pour ça que vous êtes à la Somme maintenant, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et bien, il y a un calendrier qui va être très fort parce qu'on va bientôt remettre le prix du meilleur œuf maillot de l'année. Et donc en parlant de meilleur œuf maillot de l'année, on remet aussi chaque année le prix du meilleur bistrot de l'année. Ça a toujours été quelque chose d'important, d'essentiel pour nous. Surtout qu'à Paris, on est bien lotis, mais que maintenant on remet aussi le prix. Oui, on remet le prix autour de Paris et en région. Et parce que je pense que c'est un patrimoine que les Parisiens sont prêts à partager parce qu'on a tous envie d'être au bistrot, qu'on soit à Paris ou qu'on soit en province, on a tous envie d'un bistrot. Alors justement, c'est un sujet passionnant et il y a une raison pour laquelle ce matin j'ai eu envie de consacrer toute l'émission au bistrot, quelle que soit leur forme. C'est Alain Fontaine qui en est le grand témoin et l'initiateur. C'est enfin d'avoir versé cette culture du bistrot au patrimoine immatériel, pour l'instant français, mais peut-être plus loin, Alain Fontaine. Oui, effectivement, Vincent, on verra plus loin peut-être, mais effectivement, aujourd'hui, on était inscrit depuis maintenant le 27 septembre, et c'est vrai que c'était un dossier qui a pris 6 ans. Incroyable. C'est un dossier important. Parce qu'il sauvegarde les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et les cafés en France. Vous voyez bien, on parle de pratiques sociales et culturelles, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans ces bistrots, dans ces cafés. C'est un catalyseur de sociabilité très important. C'est dans notre ADN, vous l'avez dit, M. Chupin vient de le dire également, c'est des lieux où on ne vient pas, enfin comme ça je vais vous surprendre, on ne vient pas pour consommer. Non. On vient pour chercher quelque chose. Se rencontrer. Chercher un peu d'âme, un peu de chaleur humaine. C'est exactement ça, de partager la convivialité. Et puis, les bistrots et les cafés français ont cette particularité-là par rapport à d'autres lieux de vie dans le monde, c'est qu'ils ont pris tout l'éventail de la sociabilité. Oui. Ça va de la culture avec les peintres, les artistes, l'inspiration que donnent ces bistrots et ces cafés. Oui, parfois c'est une inspiration un petit peu éthérée, on va dire, pour certains poètes de la fin du 19e, des grands poètes français, l'absinthe accompagnait souvent l'inspiration. Mais bon, il faut le faire avec modération aujourd'hui. Oui, mais c'est comme les poissons volants d'Audiard, ça fait pas la majorité du genre. C'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes, des Brassens, des Jacques Brel, des Renaud, des Dèvres qui ont commencé dans les bistrots. Vous avez des peintres comme Picasso, Modigliani qui ont effectivement commencé à peindre d'ailleurs quelques fusains dans des bistrots. Et du côté de Montparnasse, beaucoup. Montparnasse, et puis du côté de Montmartre aussi. Il le dit dans sa chanson La Bohème, pour quelques repas chauds, nous échangeons des toiles. Oui. Rappelez-vous de ces paroles. Et puis, c'est aussi des lieux où les étudiants se réaccaparent ces lieux-là. Ils avaient un peu déserté ces lieux-là. Ils les reprennent parce que ces lieux, c'est des lieux aussi où ils peuvent travailler. C'est des fois des endroits
où ils s'agrandissent d'un seul coup, ils dorment dans des petites pièces, dans des petits studios. Des et là, réduits, ils viennent chercher, comme on dit. Oui. voilà, Oui. de la chaleur humaine. Et rappelez-vous cette chanson aussi de Michel Delpech, qui est très ancienne, mais chez Lorette. Chez Lorette retrace bien cette ambiance Ouais. des étudiants quand ils viennent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes dans nos bistrots qui viennent à nouveau retrouver, parce qu'elles échangent beaucoup et des fois elles ont besoin de calme, de tranquillité, et dans les bistrots et les cafés, ça leur permet ça aussi. J'adore Donc, voilà. vous lancer, Alain Fontaine, parce que vous êtes intarissable sur le sujet. Je vais quand même poser une question à Pierre-Yves Chupin, qui est bien connaisseur de la restauration française dans toutes ses formes. Le bistrot, il faut dire d'abord que c'est à la base, c'est un café, c'est-à-dire que c'est un débit de boisson, et ça ne cesse d'évoluer vers la restauration au cours du XXe siècle, pour être aujourd'hui, même dans des néo-bistrots, on va dire presque de la gastronomie, de la bistronomie. Bah oui, parce qu'au départ, ce sont les Auvergnats qui tiennent cela à Paris notamment. Et on sert quoi? On sert de la charcuterie, on sert bien sûr des fromages auvergnats. Que des accompagnements, en fait, de la boisson. Alors la seule chance que vous aviez une fois par semaine ou une fois par mois, c'est la morue qu'on faisait derrière dessaler et cuire. Donc ça, c'était le plat. Après, il y a eu le début du semainier où il y a eu le chou farci. Donc chaque jour avait droit à son plat du jour, quoi. Son plat du jour, son grand plat du jour. Qu'est-ce qu'on en rêve aujourd'hui? On en rêve. C'est vrai. Et après, c'est vrai que petit à petit, alors il y a eu la bistronomie qui est arrivée avec ces jeunes chefs qui n'avaient plus les moyens, moi qui n'avaient plus envie forcément d'être dans des palaces ou dans des grandes tables où tout était figé, qui avaient envie de s'exprimer. Et peut-être que notre Michel Guérard, c'est peut-être aussi lui qui nous a donné des idées pour faire évoluer le bistrot, qui a été le premier à oser sortir de Paris, à oser des espaces plus ouverts, plus mélangés. Jusqu'aux estaminets des Hauts-de-France. Alain Fontaine, d'ailleurs, je parlais des estaminets, mais c'est un exemple. On en trouve en toute région des bistrots très localisés, très régionalisés, très dans des cultures de terroir. Est-ce que tout ça rentre dans le patrimoine immatériel? Est-ce que sous l'appellation bistrot, tous ces petits restaurants de village rentrent maintenant dans votre escarcelle? Tous les bistrots et les cafés en France rentrent effectivement à partir du moment où ils ont un comptoir et où l'on consomme au comptoir. Ah, le zinc Pas forcément en zinc d'ailleurs, zinc dans les meilleurs cas. Oui, un comptoir. C'est le seul élément matériel de notre fiche immatérielle. Ah, d'accord. C'est effectivement les comptoirs qui soient en zinc ou autres. Le mot zinc, je vous le rappelle, c'est une parenthèse, mais vos auditeurs vont adorer en ce dimanche matin. Le mot zinc vient très récent, en 1940. La Wehrmacht arrive en France. Elle a besoin de plomb et d'étain pour ses munitions, mais également pour ses premières soudures en étain. Elle va rentrer dans les bistrots et cafés de France. Elle va en arracher plus de 20. Mais il faut savoir qu'en allemand, l'étain, c'est Zinger. Ah, et c'est comme ça que le mot zinc est Zinger. Et à la sortie de la guerre, les patrons se demandaient, pour abrévier comptoir en étain, et abrégé comptoir en étain, ils demandaient « Alors, tu as récupéré ton zinc ?» Et voilà comment le mot zinc est connu. C'est intéressant, Alain, parce que, excusez-moi, mais un mot qui vient de la soldatesque allemande, alors que le mot bistrot, lui, vient de la soldatesque russe. Donc, Pas du tout, Vincent, pas du tout. C'est une légende qu'on a conservée, qu'il faut absolument conserver. Des Cosaques qui disaient vite, bistrot. Oui, voilà, qui appellent les cantinières bistrot. Non, alors le terme bistrot ne va apparaître dans l'écriture française qu'en 1862. Ça vient de l'étymologie, c'est au centre de la France. Ça rappelle les Auvergnats et autres. Avec bistrouillet. Et bistrouillet, ça veut dire manger de peu de choses ou boire de peu de choses. C'est ce que vous avez complètement évoqué, ce que M. Chupin a évoqué tout à l'heure. Et ça vient de ça, bistrot. Ça vient de bistrouillet. Mais c'est très bien de rétablir les vérités hasardeuses. Elle est belle et on la garde. On la garde. Ça nous va. Mais pour le zinc, en tout cas, c'est sur facture. Hein. C'est certifié. Alain, ce que disait Pierre-Yves Chupin, c'est que en fait, le bistrot, tel qu'on l'a connu il y a 100 ans, il a évidemment évolué, on en a bien conscience. Jusqu'où ça va, en fait? Quelle est l'étendue de la gamme des bistrots? Jusqu'où allez-vous? Bon, alors, les bistrots et les cafés, leur avenir, c'est très clair. Que ce soit dans les quartiers ou en province, et surtout dans les villages, ils vont renaître petit à petit, mais ça sera des centres de sociabilité. Et dedans, vous aurez le bistrot et le café, bien évidemment. Vous l'avez déjà, bien sûr, les buralistes et le PMU, mais vous aurez également
le dépôt de pain, la librairie, les produits de première nécessité, Bien sûr. etc., etc. Et vraisemblablement, les expériences ont commencé avec mes amis les buralistes. Vous voulez dire que c'est un peu le dispensaire non médical, quoi, à l'intérieur d'un village ou d'un bourg. Bravo, parce que ça, je vais le reprendre, Vincent, c'est le dispensaire de la sociabilité. C'est le dispensaire de la sociabilité. Et l'avenir des bistrots, c'est des jeunes couples, il faut toujours être deux quand même dans un bistrot parce que c'est du labeur et de la sueur, c'est beaucoup d'heures, on est ouvert en continu. Hein. Et les jeunes qui veulent donner un sens à leur vie ou un sens à leur travail vont aller vers cela. Il y a un avenir, mais l'avenir, il n'est pas demain, donc il faut vraiment les sauvegarder, quoi. Vraiment les sauvegarder. J'ai l'impression qu'avec vous, le dossier est bien tenu. Pierre-Yves, le bistrot, vous, au Lebet, c'est votre origine, comme je le disais. Vous avez été vacciné par Claude Lebet à cette forme de restauration, mais vous avez évolué vers la gastronomie. Bien sûr, et alors, la pire des choses, ce serait de figer le bistrot. Il faut au contraire lui laisser vivre sa vie pour mieux adhérer aux envies des Français. Et moi, ce que dit Alain, j'en rêve. Des Français et des touristes aussi. Je pense que dans un village aussi, on peut imaginer que le bistrot, il va bientôt avoir son propre potager. Il peut devenir aussi, vous savez, comme autrefois dans les villages, il y avait toujours la cuisinière qui faisait les repas de communion ou je ne sais quoi. Mais le bistrot, demain, ça peut être aussi celui qui fera le repas de la communion du petit dernier ou du mariage ou même des plus grands du monde, hein, des plus grands de ce monde qui viennent s'encanailler un petit peu chez nous. Donc il faut le laisser vivre, ce bistrot. Merci beaucoup Alain Fontaine. On suivra avec vous l'évolution du dossier, hein, et notamment vers l'UNESCO, hein, parce que c'est quand même le but ultime, on est d'accord. Tout à fait, c'est le but ultime. Mais je voulais remercier le guide Lebet parce que j'ai bien connu Claude Joly. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Joly, c'est Lebet, hein, c'est son pseudo. Il faut le savoir pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Excusez-moi, merci. Je le connaissais tellement bien, qu'on devait se voir en Provence. Et malheureusement, quelques mois après, il est parti. Mais c'est un homme qui a l'œuvre persiste. Compté pour la restauration. L'œuvre persiste. Voilà. Merci Alain Fontaine, bonne journée à vous. Nous, on reste là parce qu'on va continuer à discuter bistrot. La bistrologie, moi, ça me passionne. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, toujours en studio pour parler du bistrot, la culture du bistrot. Je vous le dis carrément, ça m'anime. Hein. Ça m'anime même toute l'année. J'adore les bistrots, ces endroits où on peut aller sans cravate, décontracté et souvent manger les meilleures choses du monde. C'est ce dont on parle ce matin, cette culture du bistrot. On était avec Alain Fontaine du Mesturet à Paris, président des maîtres restaurateurs, qui nous disait que le dossier va bon train. Hein, il est déjà au patrimoine immatériel français. Il sera certainement bientôt, je prie pour cela, au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Allez, on continue ce matin et on est avec Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Lebet, avec nous en studio. Alors Pierre-Yves, le bistrot, on l'a bien compris, gamme étendue, hein, de qualité et de prix aussi, hein, parce que avant on n'avait pas le choix. On allait au bistrot à côté de chez soi ou au bistrot du village. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des guides, en quelque sorte. Vous êtes un prescripteur, vous êtes là aussi pour dire, voilà, on a choisi celui-là. C'est-à-dire que exactement comme pour les restaurants et les grands restaurants jadis avec évidemment le guide rouge ou le Goemio, maintenant il y a des guides de bistrot. Oui, parce que alors, ce qui est formidable avec les bistrots, c'est que ce sont les jeunes chefs qui se sont emparés des bistrots. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les jeunes chefs, souvent, on avait marre un petit peu des palaces ou des tables un peu trop installées. Ils avaient envie d'être à leur compte. Et le bistrot, ça leur a permis de prendre eux-mêmes la carte, de faire eux-mêmes la carte qu'ils avaient envie de faire. Donc, et c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas d'équivalent. Par exemple, à Londres, qu'on a eu un guide à Londres, il n'y a pas d'équivalent où des jeunes chefs peuvent s'installer à leur compte. Le bistrot a permis cela. Ça a permis c'est un accès site, un marchepied vers. C'est formidable. Où tout d'un coup, du jour au lendemain, un jeune chef peut être lui-même son patron. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui décide de la carte. Alors que si on compare avec Londres, je compare toujours avec Londres parce qu'il faut savoir la chance qu'on a d'être en France. À Londres, ce sont des financiers qui sont les patrons des investisseurs. Des investisseurs. Ouais. Donc le chef, il obéit et c'est pas lui qui décide de la carte. Alors que à Paris notamment, les beaucoup jeunes d'indépendants. chefs, c'est eux. Et puis s'ils ont envie de mettre de la truffe, ils mettront de la truffe. Il n'y aura pas quelqu'un qui leur dira. Non, c'est vrai, mais c'est quand même nettement plus intéressant d'être reçu par un patron qui est chef qu'un patron qui est un financier. Alors, Pierre-Yves Chupin, j'ai un de vos confrères avec nous en ligne, Gilles Pudlowski, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour. Gilles Pudlowski. Alors, c'est Gilles Pudlowski, mosellan, qui a chanté l'Alsace et qui est monté à Paris, en définitive, pour traiter des bistrots parisiens en particulier, Gilles. Adopté par Paris, rallié à Paris, voilà. Ouais. Faut dire que aujourd'hui, Paris, c'est pratiquement un territoire de bistronomie, de bistrologie absolument incroyable, pléthorique. Hein. Il y a de plus en plus de bistrots. On pensait que la culture était morte et elle est plus vivante que jamais. Je pense qu'en fait, ça n'a jamais vraiment changé. Ce qui change vraiment, c'est l'enthousiasme qui arrive par des jeunes chefs qui se mettent à leur compte, à devenir aubergistes. Voilà, mais je pense que là, il y a un renouveau, il y a une niaque extraordinaire de jeunes bistrotiers. Je pense à 2 garçons qui ont remis le trophée des jeunes bistrotiers de l'année. Oui, la semaine dernière, oui. Nicolas et Robin, Nicolas Gouls et Robin Gastel, qui se trouvent au Guersan, c'est un endroit art déco qui existe depuis presque un siècle. Dans quel arrondissement ça n'a pas bougé. De Paris. Dans le 17e, oui. Entre la porte de Champéret et la porte Payot, ouais. à l'angle de la rue Guersan et du boulevard de Saint-Cyr, il y a un menu à 22 € servi midi et soir. C'est un endroit formidable. Vous mangez des choses absolument délicieuses. C'est un peu les Gilles Pudlowski. C'est un peu les tarifs des bouillons, ça, c'est-à-dire toute cette nouvelle bistrologie qui permet aux plus jeunes, hein, parce que ce sont les étudiants qui n'ont pas les moyens, d'accéder quand même à une forme cuisinée acceptable. Oui, mais normalement, en théorie, les bouchons, c'est moins cher. Sinon, ils se foutent de votre gueule, les bouillons. Mais les bouillons, on les emmerde. Là, on vous parle des bistrots, là, on parle des endroits dans lesquels on se sent bien, des endroits petits, sympathiques, où il n'y a pas trop de monde. Incarné. Incarné, hein. Incarné absolument, avec un aubergiste qui vous engueule, avec un mec comme Laurent Nègre, qui est le bistrot de l'année, un personnage extraordinaire, là, Gris Montorgueil, lorsqu'il vous fait de la ligo, il vous raconte qu'il faut manger l'œuf au cul sec, eh ben on obéit, et on ferme sa gueule, c'est formidable, l'endroit merveilleux, c'est la deuxième maison, quand le monde va mal, on va au bistrot. Il y a un petit côté audiardesque, là, dans ce que vous nous dites, là, l'idée d'aller se faire engueuler chez les bistrotiers. J'ai connu une balanaise, qu'on mange comme mieux au déjeuner. Eh ben moi j'ai envie de donner une autre image du bistrot, parce que ça on adore, hein, ce côté tonton flingueur, mais par exemple vous avez élu dans votre petit Pudelot des bistrots pour son accueil une femme absolument extraordinaire, d'aménité, une hôtesse remarquable, c'est Anne-Cécile Faye qui est avec nous au téléphone. Bonjour Anne-Cécile. La merveilleuse. Bonjour Vincent. Bonjour Gilles. Anne-Cécile, le Sancerre rive gauche. très vous reconnaissez pas du tout dans cette vision très masculine, très audiardesque. Vous, au contraire, c'est tout en souplesse, tout en douceur, hein, si vous avez reçu le prix de l'accueil. On m'appelle ça de temps en temps tata flingueuse, mais on revient toujours chez moi, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais vous engueulez pas le client, vous, comme disait Gilles à l'instant. Non. Moi, je le câline. Je chouchoute mon client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, on parle de cuisine. Hein, quand on donne des notations pour les bistrots, c'est le premier critère. Hein, est-ce qu'on mange bien? Mais là, ce trophée de l'accueil, je trouvais ça extrêmement charmant, parce que ça veut dire que, ce que disait Alain Fontaine en première partie, d'abord le bistrot, c'est un endroit où on vient chercher de l'humanité, du contact, du relationnel. C'est pour ça que je disais incarné. C'est comme ça que vous le sentez, vous aussi, Anne-Cécile Faye? Complètement. Nombreux de ce métier. Robuchon était le premier à dire que l'accueil, c'est quand même 40% du job. Ouais. Et je trouve qu'il y a certains endroits où on peut très bien manger et pour autant ne pas avoir une ambiance chaleureuse, où on se sent bien et ne pas revenir. Inversement, moins bien manger au déjeuner, mais pour autant avoir une âme, une identité et vraiment beaucoup d'humanité et de chaleur. Et du coup, passer sa vie dans cet établissement. Et moi, en tout cas, j'essaye d'avoir les deux. C'est-à-dire très bien manger et surtout avoir cette ambiance familiale où on se connaît pas, mais finalement on sort du déjeuner, on connaît la table d'à côté. Oui, mais on est dans le 7e, hein, c'est un peu une bourgeoisie un petit peu installée, confortable. Ça compte aussi, hein, j'imagine, dans votre quartier. Ça compte aussi, mais il n'y a pas que le 7e qui se déplace au Sancerre rive gauche. Oh non, certainement, mais on vient y chercher sans doute aussi un peu de ce confort et de cette chaleur humaine qui vous caractérise. Gilles Pudlowski, vous faisiez l'éloge du bistrotier un petit peu gouailleur quand on gueule ses clients. Là, vous venez de récompenser quand même exactement l'inverse.
C'est pas du tout l'inverse, je crois que vous n'avez pas du tout compris. Anne-Cécile, pour moi, c'est vraiment la bonne chaleureuse. Non, mais elle est dans le positif. Je vous parlais de Laurent Nègre, Montorgueil, qui est dans le gros rigolard. Mais Anne-Cécile, elle est formidable, elle embrasse tout le monde. Lorsqu'on arrive chez elle... C'est chez Laurette, alors on ne sait pas très bien, justement, on est dans le 7e. C'est un peu chicose comme décoration, c'est un peu chichi. Et finalement, elle est tellement chaleureuse, elle est tellement sympathique. Et le chou farci, elle serait tellement bon, avec un peu de jus de truffe, avec un peu de foie gras, qui paraît que le cerf est chez Robuchon, qu'on se sent comme chez soi. C'est un endroit extraordinaire. Gilles Pudlowski. Il n'y a pas les bons et les méchants. Non, il y a les bons, il n'y a que des bons, et qui sont un peu brutos, et d'autres qui sont un peu doux. Excusez-moi, mais vous nous avez donné une image un petit peu Ventura, Blier, Francis Blanche, et là, on n'est pas tellement dans cette notation-là, dans cette note. C'est vous, Vincent, qui êtes manichéiste. La vie n'est pas assez, les choses sont là toutes blanches et toutes noires. Non, il y a des places. Anne-Cécile, c'est une aubergiste exemplaire, dans son genre souriant, sympathique et magnifique, dans un endroit qu'elle rend, qui pourrait être chichi, mais qu'elle rend chaleureux. Bah, on sait bien. Elle a un défaut, c'est lorsqu'on est chez elle, on n'a pas envie de partir. Ah, voilà. Je vous confirme, parfois, ça m'amuse pas non plus. Ah oui, vous voulez dire que le service dur et dur, quoi. Mais bon... ça nous arrive de faire des parties d'Yann, très souvent avec mes clients. J'ai envie d'aller manger chez elle, tiens. D'un seul coup, vous me parlez. Alors, j'en j'en profite pour associer au succès d'Anne-Cécile son chef, Éric Le Cerf, qui fut un grand lieutenant de Joël Robuchon, qui a gardé toutes les meilleures pratiques culinaires au service, en effet, d'une bistrologie de grande qualité. Voilà. Hein, vous êtes d'accord, Gilles, on est d'accord sur Éric Le Cerf. C'est formidable. Éric Le Cerf, t'as un génie dans son genre. Il fait de l'alfaillot au tourteau, il fait le chou farci dont je vous en ai parlé, qui est extraordinaire, mais mes collègues parlent d'un chou farci qui se trouve pas très loin dans le 7e, que je ne nommerai pas, mais qui est beaucoup moins bon que celui de notre ami Éric. Voilà, le chou farci, allez le manger chez Anne-Cécile Faye au Sancerre Rive Gauche. Et en plus, vous boirez le Sancerre de chez... non, on boit pas. On boit pas, nous. Non, avec grande modération. Pierre-Yves Chupin, Pierre-Yves Chupin, vous n'êtes pas d'accord sur le chou farci? Vous avez d'autres adresses, j'imagine. Ah oui. Puis le chou farci, il a un peu disparu quand même. C'est bien d'abord faut saluer le fait que des jeunes bistrotiers le remettent au goût du jour. C'est toute cette magie. Moi, je pense aussi à la magie de la cocotte Le Creuset qu'on voit arriver sur la table. Cette belle cocotte en fonte française, le Creuset. Ou une staube, on peut parfois. On a le droit aussi. Oui, allez. On a des belles cocottes, mais c'est bien qu'elles soient françaises, mais c'est surtout que ça soit de la bonne fonte. Merci Gilles Pudlowski. On rappelle votre prix, c'était la grille Montorgueil. Cette année, c'est bien ça. C'est lui qui a remporté le prix. Montorgueil à Paris, la grille Montorgueil. C'est près des anciennes halles de Paris, au centre de Paris. Les anciennes halles de Paris. Voilà. Et le guide s'appelle le Petit Buclot des bistrots. Voilà. Vous l'avez bien dit. Formidable. Merci beaucoup Gilles. Merci Anne-Cécile et encore bravo. Merci à vous, merci beaucoup Vincent. On vous embrasse, nous on continue, on retourne au bistrot. Juste après ça évidemment. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On dirait qu'il y a de la pomme. Il y en a. Vous connaissez cette réplique célèbre qui appelle le bistrot la bistrologie, comme on peut le dire à notre époque. Ce matin, dans Ferniaud fait le marché, on attaque la culture du... On attaque, oui, enfin certains peuvent l'attaquer. Nous, en tout cas, on se régale de cette culture bistrotière. Le bistrot, on l'a compris, c'est un restaurant un peu moins compassé que ce qu'on peut craindre dans les grands restaurants. Et ça, on aime bien parce que c'est vivant, le bistrot. J'accueille avec Pierre-Yves Chupin qui est resté avec moi dans ce studio parce qu'il a pas envie de partir, c'est comme un bon bistrot ici. J'accueille Grégory Cohen, le chef. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Vous avez une activité pourtant bien chargée en ce moment. Mais on peut pas refuser de venir vous voir. Oh, c'est gentil. Comme dans un bon bistrot, on a envie de se mettre aux zinc. Évidemment, de parler, d'échanger. Il y a de la vie. Alors, justement, je vous ai fait venir parce que vous venez d'ouvrir un lieu que je qualifierais d'assez incroyable, parce que tout à l'heure, on le disait,
c'est risqué aujourd'hui d'ouvrir son lieu, d'être indépendant, comme on dit, d'être en nom propre, de ne pas avoir une armée hôtelière derrière soi pour ouvrir des lieux de restauration. C'est ce que vous venez de faire à Rungis. Et quand je dis à Rungis, attention, alors, souvent on dit Rungis, on pense au marché, aux mines, marché d'intérêt national. Non. C'est dans la ville de Rungis, à quelques centaines de mètres du marché. Aux portes du mine de Rungis, j'ai ouvert One Place, qui est un espace qui réunit 5 types de restauration différentes. On dirait un peu un food court, mais dans un resto. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la différence des food courts où généralement ce sont plein de marques qui viennent s'installer là. Là, en l'occurrence, c'est l'expression de toutes mes cuisines. Donc ce sont toutes mes cuisines, toutes mes marques. Le gars est complètement mégalo et il s'est fait lui-même son food court. Alors ce qui m'intéresse, parce que je le disais, dans cette culture bistrotière française, ce qui est important, c'est le bistrotier. Avant tout, et ensuite évidemment la proposition qui est faite en termes de menu, de mets. Et vous avez choisi ce multiculturalisme, mais qui vous ressemble, parce que votre vie est faite de voyages, d'origine, de rencontres. Donc pour vous, le bistrot, c'est un peu ça. C'est complètement ça. C'est sa vie, son histoire. Généralement, un cuisinier va mettre son histoire et sa vie dans sa cuisine. Alors, en fonction des différentes maisons dans lesquelles il est allé, il va plus ou moins répliquer ou refaire des plats un peu à sa façon, mais des plats qui sont emblématiques des maisons dans lesquelles il est allé. Bon, on parlait du chou farci tout à l'heure. Oui, c'est un bon exemple. Mais... Donc forcément, on va le retrouver en marqueur. Après aussi, il y a des marqueurs de bistrot français. Moi, en l'occurrence, ma vie, elle a été faite de voyages, elle est faite de mixité en termes d'origine. Donc j'ai un restaurant qui s'appelle Yalla, qui est une cuisine méditerranéenne. J'ai un délicatessen qui s'appelle Schmatz, qui est une cuisine new-yorkaise où j'ai vécu pendant pas mal de temps. J'ai Bella Gigi pour mes origines siciliennes avec un Italien. J'ai ma passion pour la cuisine asiatique, c'est Mademoiselle Chang. Et puis j'ai Lily and the Moon qui est un healthy végétarien. Autrement dit, le bistrot, on peut tout y mettre à condition que ce soit incarné, que ça raconte la vraie histoire de ce qu'on y propose. Ouais, je crois que le bistrot, le bon mot, c'est celui que vous venez de dire, Vincent, c'est vrai. C'est vrai du début à la fin. C'est-à-dire que c'est vrai de l'accueil, qui a une importance capitale. C'est pas un concept marketing, si je comprends bien. Et puis, c'est vrai parce que c'est une cuisine qui est faite. C'est-à-dire, en cuisine, on fait les plats. Et à partir du moment où on fait les plats, on donne sa vérité. On n'achète pas des trucs qu'on va réchauffer, qu'on va décongeler ou qu'on va sortir d'un sac plastique. On le fait. Donc on est vrai, on ne peut pas mentir. C'est une bonne définition pour vous, la vérité, Pierre-Yves Chupin? Oui, alors j'ai compris que j'avais j'ai un Sicilien en face de moi. Pour moi, le bistrot, il s'opposerait pour moi de façon formidable à la pizzeria. La pizzeria, il y a même pas de cuisinier, parce que c'est la cuisine d'assemblage, on met dans un four, et en plus, lorsqu'on parlait tout à l'heure, Gilles Pudlowski avait raison de le dire, on a des bistrots avec des menus à 22 €, avec une entrée, un plat, un dessert, quand à Paris, les pizzas sont souvent maintenant à 16-17 €. Une pizza, c'est tout. Donc c'est c'est peut-être parce que je suis français, mais pour moi, cette chance qu'on a avec le bistrot, c'est qu'au moins on est franc, on est sincère, on est généreux, alors que la pizza, c'est comme la pire arnaque qui soit. Je suis désolé d'être un peu provocateur. Pourtant, il en fait, Grégory. Il va pas se faire que des amis là en disant ça. Non, mais je comprends. Pierre-Yves Chupin, vous imaginez bien que à Naples, la pizzeria est un bistrot. Non. À Naples, c'est pas. D'abord, c'est pas à Naples, dans une pizzeria, vous n'avez que de la pizza. Vous n'y allez pas pour prendre un repas. Vous n'avez pas d'entrée, vous n'avez pas de dessert. Vous y allez pour une part de. Quand vous avez faim l'après-midi, comme nous, on prendrait un sandwich quand on va dans un bistrot. Mais si le pizzaiolo anime ce lieu et que vous pouvez boire un coup de, je sais pas moi, de vin du Vésuve sur le bord du comptoir, c'est un bistrot. Parce que ce que nous disait Alain Fontaine tout à l'heure, c'est ce côté zinc aussi, c'est-à-dire l'endroit où on peut être ensemble, pas uniquement des plats à emporter. Bon, je suis prêt à l'accepter, mais... je sens bien. On va vous gagner à ça, vous allez voir. Non, parce qu'on a l'exemple type, et tout à l'heure, on aura un bistrotier old school pour donner la réplique à Grégory Cohen. On sent bien qu'avec Grégory, c'est sincère, si vous voulez, que le lieu est sous-tendu par un multiculturalisme alimentaire et gastronomique, mais c'est sincère, c'est son lieu, c'est lui l'aubergiste.
Hein, c'est comme ça que vous le sentez, Grégory ? Mais c'est complètement ça. Et puis aussi, il y a quelque chose où Pierre-Yves, on va pas être d'accord, mais c'est pas grave et c'est tant mieux. Bah, tant mieux. La cuisine française, c'est une cuisine de mixité. C'est une cuisine où, quand je suis à Nice et que je mange une pisse saladière, j'étais avant en Italie. Quand je suis en train de manger une choucroute qui est devenue un plat français qu'on peut retrouver dans pas mal de bistrots, en réalité, j'étais allemand et avant même d'être allemand, j'étais chinois. Donc, en réalité, on peut reprendre effectivement l'ensemble de la cuisine française ou de la gastronomie française ou de la cuisine de bistrot française, et puis on remonte aux origines, et puis on va découvrir que d'un seul coup on a voyagé. En l'occurrence, on peut très bien être un bistrot et avoir cette âme de bistrot. On va plutôt parler d'âme de bistrot, parce que c'est vrai que quand on fait référence à un bistrot, on va parler beaucoup plus de marqueurs qui sont des marqueurs de notre gastronomie, de terroir, de plats de la bistrologie habituelle. Mais si on a cette âme de bistrot, c'est-à-dire ce qu'on y recherche, ce qu'on vient y chercher, du vrai, de l'authentique, de l'accueil, et puis de la vraie cuisine et de la bonne cuisine, on peut le trouver un peu partout. Non. Pierre-Yves Chupin. Non, moi c'est simplement je l'ai contre la pizza. Parce vous avez ce côté nostalgique. Non, c'est pas du tout, parce que c'est l'économie de cette pizza que je trouve scandaleux. Quand je vois les jeunes restaurateurs à Paris qui ont du mal, qui se battent pour essayer d'avoir un menu à 22-25 € au déjeuner, et qu'en face on a la queue devant des pizzas avec une part de pizza à 17 €. Là, je suis scandalisé. Mais c'est vrai pour la sandwicherie aussi à ce moment-là. Sauf qu'on n'a pas de sandwich à 17 €. Sur la pizza, Vincent, Pierre-Yves, il a raison. Je vais même vous dire, j'ai plein d'amis italiens qui m'ont dit, ne fais pas ta pâte, achète-la surgelée, tu verras l'économie que tu feras. Et là, vous avez dit non. Non, évidemment que non, parce que en réalité, et j'ai même fait venir, et ça m'a fait marrer, un type quintuple champion du monde de pizza. Et le gars arrive et il commence à m'amener sa science. Et je lui dis, redescends mon grand, t'es avec de la farine, du levain et de l'eau, donc on va te mettre de côté, puis on va faire nous-mêmes notre pâte à pizza. Maintenant, la réalité, c'est que tu peux la faire de plein de façons différentes, avec des pointages différents, avec une fermentation différente, avec un taux d'hydrométrie différent, et qui fait que, vous l'avez goûté, Vincent, ma pizza. Elle est assez incroyable. Elle est très bonne. Voilà, elle est très bonne. Alors, moi, je vais pas prendre parti pour l'un ou l'autre, mais Pierre-Yves, on est d'accord qu'à partir du moment où c'est pas des fonds de pizza achetés, de la boîte mise dessus et de la mauvaise mozzarella, si on fait sa pâte, on peut quand même considérer que c'est un peu de la bistrologie. J'ai d'autant plus envie de la défendre dans ce cas-là, c'est que j'ai envie de défendre aussi la quiche Lorraine qui a disparu. Pourquoi il n'y a plus de quiche Lorraine? Pourquoi il n'y a plus de pisse saladière? Vous voulez que je rappelle Gilles Pudlowski pour qu'on parle de quiche Lorraine? Allez, partons. Parce que là aussi, ça doit être un sujet. Je sais pas, j'ai le souvenir aussi, dans le centre de la France, il y a la tourte à la pomme de terre qui est un truc formidable. Vous laissez un petit chapeau, pomme de terre, vous laissez un chapeau pour verser la crème au dernier moment. Dans le Bourbonnais, on fait ça. Ou dans la Creuse, par exemple. Non, au contraire, si on est dans cet univers-là, au contraire, je le défends. On l'a calmé sur la pizza. Grégory Cohen, dans un instant, on va parler avec un bistrotier, je disais old school, Bertrand Auboineau, qu'on va appeler après la publicité, parce que je veux qu'on comprenne ce qui, en bout de l'émission, est l'âme du bistrot. Quelle que soit la forme que cela prend, Alain Fontaine en proposait une définition tout à l'heure en début d'émission. Il nous disait d'abord, il faut qu'il y ait un zinc, c'est-à-dire un endroit où on puisse se réunir debout. Mais on peut estimer que si on n'a pas de zinc, qu'on est assis et que quand même il y a cette conversation qui a lieu entre les convives, ça peut être un bistrot. Et puis, sans doute, il disait, c'est surtout la sociabilité. Et c'est en ça que ça m'intéresse, parce que vous, dans un lieu éclaté comme le One Place de Rungis, où on a plusieurs lieux de restauration en un seul, vous allez m'expliquer comment fonctionne cette sociabilité, comment circule la clientèle pour qu'on y voit un peu plus clair. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Animé comme au café, c'est comme ça qu'on aime l'émission ce matin, où on vous parle des bistrots sous toutes leurs formes. Et Dieu sait que cette culture du bistrot, elle est ancrée en nous. Et il n'y a pas qu'Audiard, évidemment, nous les anciens, on pense à ces films des années 60, 70, avec cette culture bistrotière particulière, mais ça a beaucoup changé. Et on le voit ce matin avec Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay, et Grégory Cohen qui nous a rejoint, le chef qui vient d'ouvrir un lieu multi-restauration, multiculturel sur le plan gastronomique à Rungis.
À Rungis, vous en avez déjà entendu parler, c'est pas très loin de Paris. Il y a un petit marché à côté. Enfin, je vous raconterai tout à l'heure. Et nous avons en ligne un autre bistrotier parisien. Oui, je suis désolé. On est resté à Paris, il y a déjà tellement à dire. C'est Bertrand Boineau qui est avec nous au téléphone. Bonjour Bertrand. Bonjour, comment allez-vous? Pas mal. Bertrand, vous êtes le patron, l'heureux patron, j'ai envie de dire, du bistrot Paul Bert, qui se trouve dans le 12e, 12e arrondissement. Pardon, 11e. Ah oui, c'est vrai que c'est à la limite. C'est à la limite des deux, dans le 11e, pardon. Et le bistrot Paul Bert, je vous ai qualifié, j'espère que ça ne vous blessera pas, Bertrand, de bistrot old school. Il n'y a aucun souci avec ça. D'abord parce que je suis depuis 25 ans, donc déjà c'est un marqueur. Et oui. Et puis c'est vrai qu'on cultive le bistrot comme moi je l'aimais dans les années 2000 ou même avant. Oh oui, ou même avant, parce que j'ai regardé, vous venez de publier un livre des recettes du bistrot Paul Bert, extrêmement bien documenté et illustré. Franchement, j'ai regardé, je me dis, elles y sont toutes, quoi. C'est tout ce qu'on cherche, souvent très simple, comme l'os à moelle, tout simplement, ou ça va être des plats comme la tartine avec un peu de truffe râpée dessus. Vous voyez, des bistrots, ça, alors on en connaît, mais tout ce qui est soufflé, mijoté, etc., tout y est, et souvent des recettes qu'on s'attend à trouver, mais à votre manière. Écoutez, oui, on a toujours essayé. Moi, j'aime pas le mot de revisiter les plats, mais on a essayé. J'aime pas ça, mais j'essaye de les garder dans leur état d'origine, mais en les associant avec des beaux produits. C'est un peu ce qui a été le début de la bistronomie. Oui, c'est ça. C'est en fait faire le mieux possible avec des recettes hyper tradies. Absolument, absolument. Et pas tomber dans un truc où on essaie de griffer les prix pour être le moins cher possible avec des produits moyens. Nous, on est à l'opposé de ça. Quand je fais un hareng fumé, je veux que ce soit le meilleur hareng qu'on puisse trouver. Je veux dire, on n'est pas là pour faire... comment je pourrais dire, pour suivre la mode des bistrots. On est là pour montrer ce que c'est que les bistrots. Et je voudrais aussi insister, parce que j'ai écouté le début de l'émission. Alors effectivement, Alain Fontaine nous dit qu'il y a des codes dans les bistrots, on peut les dire. Il y a les banquettes en sky, les chaises tonnet, le comptoir de Nectou. Ok, ça c'est bien, mais ça, je dirais, ça c'est un peu de la photographie noir et blanc. Moi, c'est pas ça que je vois dans mon bistrot, en tout cas dans le mien. Moi, ce que j'aime, c'est les bruits, les odeurs, les regards qui se croisent, les voix qui se répondent. Voir des engueulades comme ici en studio ce matin. Mais évidemment, c'est la vie normale. Le verbe, quoi. Mais oui, mais moi, la seule chose que je cherche vraiment, et que j'ai cherché longtemps dans d'autres métiers que je faisais, quand je traînais dans des restaurants, dans des pays un peu improbables, c'est trouver un endroit où on allait me rendre plus heureux en sortant que quand je suis rentré. Où il y a un accueil, où il y a une gentillesse, où les gens se rappellent des plats que vous avez pris. De comment vous aimez la viande, enfin je veux dire, c'est cette convivialité que moi je recherche dans le bistrot. Alors justement, Bertrand Boineau, votre livre, c'est des recettes que vous connaissiez de temps immémoriaux, ou vous avez repris des grands classiques? Comment ça s'est fait, cette carte, au fil du temps? Le bistrot, il s'est fait tout seul. C'est-à-dire que d'abord, j'ai suivi les chefs que j'avais, parce que moi, je suis pas cuisinier, donc j'ai suivi. Oui, c'est ça. Vous êtes bistrotier sans être cuisinier. Absolument, voilà. Absolument, oui. Je suis aubergiste aussi. Et après, c'est vrai qu'on a recherché les plats que j'avais goûtés à droite à gauche, mais toujours à Paris ou en province, et qui me paraissaient parler aux gens. Je veux dire, la blanquette, ça parle aux gens. Je veux dire, c'est des souvenirs d'enfants, c'est des choses comme ça. Les abats, ça parle à toute une génération. Oui, bien sûr. Ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est le mois des produits tripiers, encore pour quelques jours, là, novembre. Non, mais ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, il n'y avait que les vieux messieurs en bretelles qui mangeaient de la tête de veau et de la cervelle d'agneau. Aujourd'hui, je vois des jeunes femmes de 30 ans, 25 ans qui se ruent sur la cervelle. Donc, je veux dire, ça a traversé, ça remonte, ça revient. Je commence à recomprendre ce que c'est que la cuisine. Alors, Grégory Cohen, il est en train de sourire parce que je sais qu'il aime ça aussi. Est-ce que le fait d'avoir un bistrot un peu multiculturel, parce que je n'ai pas d'autre mot,
ça vous interdit d'utiliser des produits extrêmement tradis comme les abats, par exemple. Est-ce que dans un tagine, dans une pizza, on peut mettre du rognon, du riz de veau? Il veut absolument qu'on reparle de la pizza. Non, mais je dis la pizza, mais aussi dans une forme de restauration méditerranéenne. Moi, j'ai grandi dans un restaurant qui était rue de Verneuil, à l'ancienne. Alors, c'était un restaurant gastronomique. En réalité, c'était plus pour moi un bistrot. Ça s'appelait le Galon Vert. Et les clients qui étaient là, c'était Lino Ventura, qui était un des meilleurs amis de mon père, et ça partait dans de la bouffe avec Jean-Paul Belmondo qui habitait rue des Saints-Pères, qui était juste à côté, avec Gainsbourg qui était rue de Verneuil aussi, et en fait il y avait de la convivialité. C'était alors sur une nappe blanche, c'était avec un service, et mais des serviettes en tissu qu'on se rentrait dans le col, exactement, avec les serviettes en tissu, mais en réalité cette ancienne restauration est devenue le nouveau bistrot d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait c'est un endroit où c'est vrai, c'est vivant. Tu parles à la table d'à côté, tu as un accueil, tu as un sourire, tu es content d'y aller, tu es encore plus content quand tu as mangé et que tu as bien mangé. Donc en fait c'est ça. Après, pour revenir à One Place, par exemple, le Delicatessen, donc c'est ce bistrot new-yorkais où je fais du hareng pomme à l'huile de la même façon, où je vais faire mon saumon fumé, mais je vais faire fumer mon saumon moi-même, et le pastrami, où je vais faire mon pastrami, où je vais faire mon corned beef. Donc c'est un bistrot new-yorkais mais chez nous, quoi. C'est exactement ça, et tu as ce côté bistrot partout dans le monde, il existe, et en fait c'est en réunissant toute cette espèce de bistronomie internationale qu'on a fait cet espace. Donc oui, on peut prendre, et on se doit de prendre des produits de qualité, évidemment. Ça veut dire que le bistrot Bertrand Boineau, il est un petit peu sous-teinté de communautarisme, hein. À l'origine, le bistrot chez nous, c'est quand même très auvergnat, aveyronais à la base, mais si on va dans d'autres pays, on peut se rendre compte que différentes communautés ont chacun leur type de bistrologie. Oui, je pense que partout, moi je vous le disais au début, j'ai beaucoup voyagé, et dans des endroits un peu perdus, j'ai toujours trouvé des bistrots ou des tavernes qui servaient les produits de base du coin, bien fait. Je veux dire, moi j'ai habité des années au Portugal, au fin fond du Barrio Alto, il y avait une dame âgée, et chaque fois que j'arrivais, elle savait ce que je voulais manger, la table que j'aimais bien, elle me demandait d'où je venais, et les produits étaient beaucoup d'abats, parce qu'on mange beaucoup d'abats au Portugal, et c'était vraiment le bistrot portugais qu'on pourrait comparer au nôtre. Ouais. Pierre-Yves Chupin qui est avec nous en studio. Tout d'un coup, je me dis, au fond, est-ce que le bistrot, c'est pas une auberge urbaine? Est-ce que c'est pas une auberge de centre-ville? Moi, j'irai plus loin. Je pense qu'à Paris, c'est la seconde salle à manger des Parisiens. Oui. Il faut que ça le reste. Oui, mais il n'y a pas que Paris. Des bistrots, on en trouve partout en France. Oui, mais c'est toujours une auberge dans un site plus ou moins urbain, en tout cas au minimum dans un village, Grégory. Oui, parce que c'est vraiment venez comme vous êtes. Il y a absolument. Oui, mais alors là, c'est pas un slogan qu'on trouve forcément dans les bistrots, ça. Alors non, alors oui, alors pas du tout. Mais en réalité, c'est là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont détourné un slogan qui est un slogan de bistrot. Ouais, bien sûr, c'est vraiment réellement ça. C'est-à-dire que on n'a pas à se mettre sur son 31, on sait qu'on va bien manger, on sait qu'on va passer un bon moment, on sait que ça va être honnête et vrai, et en fait c'est ça qu'on cherche. Et à un prix tenu, normalement. Parce que ça peut pas s'envoler. C'est-à-dire que, Bertrand, je vais vous poser une question, qui n'est pas une question piège, mais vous savez que les gens ont souvent du mal quand un restaurateur ou un sommelier dans les grands restaurants vous dit regardez pas la carte des vins, je vous donne un vin, faites-moi confiance. Et là, on se dit putain, combien ça va me coûter? Et on peut dire que dans le bistrot, au fond, si l'aubergiste vous dit prenez tel vin, on prend pas de risque normalement. Chez nous, c'est très clair. Je veux dire, si quelqu'un nous demande de choisir un vin, il dépassera jamais les 30, 35 ou 40 euros. Voilà. Donc ça rassure. Hein. Je dis ça parce que, vous savez, quand on voit des sommeliers arriver en grande tenue dans des grands restaurants, on se dit ouïe, où est-ce que je mets les pieds, là? Et si je vais un peu plus loin que ça, nous, on a une très grosse carte des vins, et on est connu pour ça. Si quelqu'un choisit un vin cher, on lui dans la conversation, on lui glisse. Faites attention. On redonne le prix. D'accord. Voilà, parce que et pour les verres de vin, nous on est entre 6 et 10 euros, hein, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Pierre-Yves Chupin pour mot de la conclusion. Non, 20 centimes
donne la chance d'avoir Bertrand au bout du fil. Simplement, disons à Bertrand que c'est formidable ce qu'il fait, parce qu'il est resté d'un rapport qualité-prix formidable. Avec des produits de qualité. C'est l'un des meilleurs bistrots de Paris où vous pouvez encore manger raisonnablement, vous pouvez boire raisonnablement dans un cadre formidable. Je veux dire, s'il y en a un qui mérite une médaille, c'est bien lui. Bertrand, merci. Gentil, hein. Merci beaucoup Bertrand Auboineau d'avoir été avec nous ce matin. On viendra mâchonner, comme on dit à Lyon, au bistrot Colbert. Et si vous avez un champ d'expérimentation un peu plus ouvert et que vous voulez faire plusieurs pays en un seul lieu, eh bien il faut aller à Rungis. One Place Rungis chez Grégory Cohen. Merci Grégory d'être venu. Zéro impact carbone. Hein. Zéro impact. Non, c'est pas très loin. C'est vrai. Là, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, même si Orly est pas très loin. Hein. C'est pas faux. Merci beaucoup et merci Pierre-Yves de nous avoir accompagnés dans cette ode à la bistrologie, au bistrot qu'on adore. Voilà les amis. Si vous étiez occupé pendant l'émission, vous pourrez l'écouter à nouveau en podcast sur sudradio.fr et même voir la vidéo. Vous voulez voir la tête de Grégory Cohen avec sa belle casquette. Eh ben vous allez sur YouTube, on a plein d'abonnés. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, en toute vérité, Alexandre Devecchio. Et voilà un beau programme qui suit. Très bon dimanche à vous. Et moi, direction le bistrot. Comme ça, moi aussi, je rentre au patrimoine immatériel français. C'était mon rêve. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.